Éteignons les lumières, rallumons les dissidences. À l'occasion du mois de la nuit, Grenoble éteindra une partie de l'éclairage public samedi soir. Un gros problème pour la circulation des tramways, selon le président du SMAG, Sylvain Laval. Visite des cuisines du CHU de Grenoble qui prépare chaque jour 7000 repas. À l'originalité et au goût des produits frais s'opposent souvent de nombreuses contraintes d'hygiène ou de nombre de calories. Dans une démarche écologique, l'hôpital travaille aussi à éliminer le plastique et puis chasser les idées reçues. C'est l'appel des chasseurs de l'Isère qui lance ce week-end la 10e campagne Un dimanche à la chasse. Le directeur de la Fédération de chasse 38, Patrice Sibu, viendra nous expliquer tout ça dans quelques minutes. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 13 novembre 2023, 13 octobre. Le temps passe du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Avec un appel à témoins pour commencer, ce jeune homme de 32 ans n'a plus donné de nouvelles à sa famille depuis le 29 septembre. Colas Chabot, qui souffre de problèmes psychiatriques, bénéficiait d'une permission de sortie du centre hospitalier Alpes-Isère de Saint-Égrève, habitant Revel avec ses parents. Il est susceptible de s'être rendu en montagne. Si vous pensez l'avoir aperçu, vous pouvez contacter la gendarmerie ou le centre de Saint-Égrève. C'est le jour et la nuit à l'occasion du mois de la nuit, un événement qui vise à sensibiliser contre la pollution lumineuse et ses conséquences. La ville de Grenoble éteindra, comme l'an dernier, une partie de l'éclairage public samedi entre 21h et 23h. Et comme l'an dernier, il semblerait que le syndicat mixte des transports en commun n'ait pas été prévenu au préalable. Les explications de Sylvain Laval, président du SMAG. Lorsque l'éclairage public est coupé, c'est la réglementation qui l'impose. Nous n'avons pas le droit de faire circuler les tramways. Donc c'est un problème et en tant qu'autorité organisatrice des transports, nous ne pouvons pas accepter d'avoir un service qui s'arrête de la sorte. Donc moi j'en appelle depuis un certain temps à une coordination préalable. Il faudrait au moins pouvoir définir des secteurs, mais impacter l'ensemble du réseau de tramway n'est pour nous pas acceptable par rapport à l'impact que cela va avoir sur les usagers, c'est-à-dire la qualité du service public de transport qui est rendu. Donc nous avons des éléments d'information de la part de la ville de Grenoble, mais il n'y a pas de travail préalable pour pouvoir définir éventuellement des zones, des secteurs, pour maintenir un certain nombre de lignes. Donc effectivement, les bus peuvent circuler sans éclairage, uniquement avec leurs phares, mais ça pose aussi des questions pour les personnels de la TAG, auxquels je veux aussi qu'on pense ici, puisqu'ils devraient être beaucoup plus concentrés par rapport à une circulation dans l'obscurité en pleine ville, avec des dangers à tout moment qui peuvent survenir avec des piétons, des vélos, des cyclistes. Et je sais que les personnels de la TAG ne sont pas dans une situation de confort par rapport à cette coupure de l'éclairage. C'est aussi une tension pour eux. Donc vous voyez bien que c'est un sujet qui n'est pas simple. On peut comprendre évidemment l'intérêt de sensibiliser à la diminution de l'éclairage public. Par contre, ça se construit et il faut faire attention aux impacts. Et j'observe que les autres communes de la métropole qui sont traversées par le réseau de tramway n'ont pas décidé de couper les parties qui sont traversées par les tramways. Et lorsque ces parties de réseau de tramway seront coupées, elles seront remplacées le temps qu'il faudra par des lignes de bus. Le mois de la nuit qui s'inscrit aussi dans la fête de la science. L'événement se poursuit ce week-end avec plusieurs temps forts. C'est complet pour le village Alpine Science du CNRS. Mais précipitez-vous au Parvis des Sciences sur le site de Giant. Partez aussi à la découverte des places de la science avec de nombreuses animations dans le centre-ville. Beaucoup d'autres communes participent à l'événement dans la métropole ou au-delà dans tout le département. Tout le programme sur fête-de-la-science-aura.com. La Fédération de l'Isère du Parti socialiste de l'Isère suspend l'un de ses membres. Il s'agit de Mohamed Makni, 10e adjoint au maire d'Échirolles. Sur son compte Facebook, il avait qualifié le Hamas de résistance palestinienne et catalogué le gouvernement israélien de fasciste. Dans un communiqué, le PS de l'Isère affirme que nul ne devrait renvoyer dos à dos Israël et l'organisation terroriste Hamas. Mohamed Makni pourrait bien perdre aussi ses délégations à la propreté urbaine à Échirolles. La 34e édition de la Semaine du Goût démarre lundi 16 octobre. Vous devriez le constater, notamment dans les assiettes de vos enfants, à la cantine avec souvent des menus découvertes. Un défi plus difficile à relever pour le CHU Grenoble-Alpes qui doit préparer chaque jour 7000 repas en conciliant règles d'hygiène particulièrement strictes, régime particulier là aussi et saveurs. Camille Avon.
Peu savoureux, sans goût, dur à mâcher. Depuis longtemps, les plats du CHU ont mauvaise réputation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 30% des plateaux repas ne sont pas consommés par les patients en France. Mais ici, dans les cuisines, on essaye de faire le maximum avec ce qu'on a. Nous, à notre niveau, au niveau de la restauration, de la cuisine centrale, on essaye de faire des plats le plus goûtus possible. Alors tout en respectant bien évidemment notre cahier des charges, on a des normes à respecter, donc on est au maximum de ce qu'on peut faire. Pourtant, si les patients ne consomment pas ces plateaux repas, ils s'exposent à une dénutrition, ce qui peut freiner leur guérison. Dans les cuisines, tout est pesé au gramme près, car les équipes sont aussi contraintes de respecter une qualité nutritionnelle imposée, tout en s'adaptant au régime alimentaire de chacun. On a un cahier des charges, on se donne de servir 2000 calories par jour et 70 grammes de protéines et moins de 8 grammes de sel. On va faire une trame de menu qui sera affinée, on va refaire des calculs nutritionnels un peu théoriques. Une fois qu'on a fait ces calculs nutritionnels, on lance notre plan menu, donc on a un plan été, un plan hiver. Comme dans tous les services de restauration, l'hygiène doit être irréprochable, mais ici encore plus. Pour éviter de faire courir un risque de contamination aux patients, de nombreuses règles doivent être respectées. Et pour certains secteurs, on a des règles un peu plus importantes, notamment sur nos lignes de conditionnement, où on va avoir un changement de gants et une désinfection, lavage des mains toutes les 20 minutes. Tenue conforme, tenue vestimentaire conforme, propre, tous les jours. Interdiction d'avoir des bracelets, des montres, des boucles d'oreilles, tout ce qui pourrait se transposer sur les gants ou sur les aliments. Aujourd'hui, le CHU de l'Hôpital Sud prépare 7000 plats par jour, avec l'espoir qu'un jour, ils plaisent plus aux patients. Et l'autre grand défi pour le CHU, ce sera de sortir du plastique. Ce devrait être chose faite pour les enfants hospitalisés avant la fin de l'année. Un dimanche à la chasse fête son 10e anniversaire. Et pour en parler, je reçois à présent Patrice Sibu. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes le directeur de la Fédération départementale des chasseurs de l'Isère. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi a été créé cet événement il y a 10 ans ? Le but de ce dimanche à la chasse, c'est de permettre à des personnes de venir découvrir ce qu'est cette activité si mystérieuse et surtout de rompre les clichés qui nous imprègnent tous. Il n'y a pas que la chasse qui est concernée par des clichés qui nous imprègnent, mais donc, dans notre activité, on a souhaité faire en sorte que chasseurs et non-chasseurs puissent se rencontrer autour de cet événement. Comment ça se passe un dimanche à la chasse ? Alors vous avez des sociétés de chasse qui se portent volontaires chaque année dans le département, à peu près une quarantaine dans le département de l'Isère chaque année. Et puis vous avez, donc il y a un appel on lance des invitations au travers des réseaux sociaux, notre site internet, ou les chasseurs eux-mêmes au travers de leur commune, et des personnes qui ne pratiquent pas l'activité s'inscrivent. Ce dimanche, ce sera donc à Jarry, et donc on retrouve tout le programme de la saison sur votre site internet. Donc le but, c'est plutôt de mélanger des gens. Donc c'est plutôt des gens qui ont envie de venir découvrir la chasse, quitte à devenir chasseurs, ou d'autres pratiquants des bois, parfois même des ennemis, des chasseurs, qui viennent s'infiltrer. Oui. Alors on a un panel de public très large. Effectivement, il y a des non-chasseurs qui viennent découvrir cette activité, considérant qu'ils n'ont pas envie de rester ignorants. Même s'ils n'aiment pas, ils viennent découvrir l'activité et la pratique pour savoir comment elle se passe sur le territoire. Vous avez des gens qui derrière se disent tiens, tout compte fait, je vais passer le permis de chasser, pourquoi pas. Vous en avez d'autres qui sont là par curiosité. Parce que cette activité, de toute façon, elle existe à la chasse, même si sur vos clips de promotion, on ne voit pas d'animal mort. Est-ce que c'est la finalité de la chasse ? La finalité de la chasse. Alors, l'acte de chasse en lui-même, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire je poursuis un animal, je le poursuis ou je l'attends dans le but de le capturer ou de le mettre à mort. La chasse, ça peut être aussi une capture de l'animal vivant, ça peut être la mise à mort. Ça, c'est la définition légaliste du terme. Effectivement, le chasseur, quand il va à la chasse, il poursuit un animal et on utilise des termes prélevés, on va dire simplement, il le tue pour le consommer ou le faire consommer à d'autres. Ça, c'est ce qui se passe de la chasse. À partir de quel âge on peut obtenir son permis de chasse ? Alors à partir de 15 ans, vous pouvez commencer à passer des formations pour pouvoir obtenir le permis de chasse à partir de 16 ans. Ça veut dire qu'à partir de 16 ans, on peut avoir une arme ? Vous pouvez avoir une arme, oui. Vous êtes formé pour. C'est le préfet qui réglemente la chasse suivant chaque département, ce qu'on a le droit de chasser, ce qu'on n'a pas le droit de chasser ? Alors vous avez plusieurs échelons, le niveau du ministère qui définit la liste des espèces qui peuvent être chassées et les modes de chasse et les périodes de chasse. Puis ensuite vous avez le préfet dans le département qui chaque année
élabore l'arrêté d'ouverture et de clôture de la chasse de son propre département avec des modalités particulières. Ensuite, vous avez la Fédération départementale des chasseurs que je représente qui, au travers d'un document qui s'appelle le schéma départemental de gestion cynégétique, définit aussi ses propres modalités. Voilà, c'est cynégétique. Et ensuite, voilà, cynégétique, excusez-moi. Et ensuite, vous avez les sociétés de chasse dans chaque commune iséroise qui définissent leurs propres règlements. D'où la complexité d'expliquer ce qu'est la chasse de par cet enchevêtrement de réglementation. Alors, dans ce règlement cynégétique, on essaye de concilier un petit peu tous les pratiquants, les chasseurs, les ramasseurs de champignons, les randonneurs, les habitants autour dans la campagne, parce que on peut rappeler que même si le nombre d'accidents est globalement en baisse, ça existe toujours. Alors, depuis 20 ans, il a quand même sensiblement diminué de plus de la moitié. On est passé en 2003-2004 à un peu plus autour de 200. On est à 78 sur voilà, ça, ouais. 2022-2023. En Isère, on se situe où ? Ah bon, en Isère, des accidents de chasse, on en a très peu. Le dernier est regrettable mortel, date de 2015. Autrement, on n'a jamais plus de 2-3 accidents ou incidents. Il faut savoir que cette politique d'amélioration cette politique qui a pour objectif de sécuriser l'acte de chasse a été extrêmement performante parce qu'en 20 ans, on a diminué de 80% les accidents et 62% du nombre de personnes qui malheureusement sont décédées suite à la pratique de cette activité. Donc il faut reconnaître quand même que les chasseurs ont fait un gros effort, les fédérations ont fait de gros efforts pour faire en sorte que la formation soit améliorée. Parce qu'au-delà du permis de chasser, il y a aussi des formations liées à la sécurité. Tout au long, c'est pas comme le permis de conduire qu'on repasse une fois. Là, est-ce qu'il y a des formations qui sont obligatoires ? Depuis 2019, à la demande des chasseurs, il y a une formation obligatoire que le chasseur doit passer tous les 10 ans en termes de sécurité à la chasse. Les chasseurs isérois sont aussi incités depuis quelques années, et pas que les chasseurs, à utiliser l'application Protect Hunt. Vous pouvez nous rappeler comment ça fonctionne ? Voilà. Alors l'application Protect Hunt est une application que nous avons développée dans le département de l'Isère. Nous avons été les premiers à développer cette application en partenariat avec la Fédération de randonnée d'Isère, une association de vététistes, MBF, Mountain Biker Foundation, et d'autres aussi partenaires, Isère Cheval Vert entre autres. Et donc cette application elle a pour objectif de permettre au chasseur de délimiter la zone de chasse qu'il va utiliser et le randonneur, lui, avec son application dite Launcher, excusez-nous pour cet anglicisme, mais bon, le développeur a utilisé ce terme-là, donc puisse savoir à l'instant présent s'il y a une chasse collective en cours ou pas. Bien évidemment, cette application, ce n'est que le panneautage virtuel, parce que le chasseur, quand il définit sa zone de chasse, il est obligé de mettre des panneaux pour informer les autres utilisateurs. Il y a une polémique qui ressurgit, puisqu'il y a quelques jours, il y a 2 associations qui ont dénoncé une carence fautive de l'État. Elles veulent que la chasse soit limitée dans le temps et dans l'espace, pas à portée des routes et des habitations. Bah, c'est déjà le cas. Alors, le jour de non-chasse, c'est le vendredi. Alors, beaucoup réclament un jour de week-end. Alors, le jour de non-chasse, alors il faut savoir qu'il y a peu de départements en France qui ont un jour total de non-chasse. Il y a 6 départements français, dont l'Isère, et c'est le vendredi. Se pose ensuite la vraie question de la fameuse chasse dominicale ou pas. Donc cette question elle a été soumise au Sénat suite à la commission d'enquête sur la sécurité à la chasse qui a débuté en 2021 et s'est terminée en 2022. L'ensemble des fédérations organisatrices d'activités de pleine nature, dans leur très grande majorité, ont refusé le fait d'interdire la chasse au dimanche. Au motif que si on interdit une activité, la chasse le dimanche, la porte est ouverte à interdire d'autres activités, d'autres jours dans la semaine. Il faudrait regarder quel est le pourcentage des sénateurs qui pratiquent la chasse. Alors après, ça, je ne le sais pas. ça, je ne le sais pas. Vous êtes sans doute au courant de cette histoire sur les hauts plateaux de Chartreuse où un propriétaire privé interdit donc l'accès à ces terres aux randonneurs, des terres qui par ailleurs sont utilisées pour des chasses privées. Par ricochet, ça n'arrange pas les relations entre randonneurs et chasseurs, tout ça. Alors ce dossier, on le connaît bien. Ça fait référence à un propriétaire qui bénéficie de son droit de propriété, qui est un droit inaliénable, le droit à la propriété privée, et qui, pour diverses raisons qui sont les siennes, a considéré que maintenant, il fallait qu'il mette un terme à l'utilisation abusive dans son territoire, parce qu'il la considère comme abusive, et surtout dangereuse, parce qu'il porte une responsabilité lorsque les gens viennent sur ce territoire. Et cela est vrai. Il faut savoir que lorsqu'un propriétaire, quand vous vous promenez sur un sentier labellisé, il y a toujours l'autorisation du propriétaire. Pourquoi le propriétaire donne son autorisation ? Pour se déresponsabiliser en cas d'éventuels dommages que le randonneur peut subir. Dans ce cas précis, c'est ça. Après, la question se pose par rapport à cette fameuse loi de février 2023 qui maintenant peut permettre au propriétaire, avec un simple panneau,
de faire en sorte que vous soyez verbalisé, prenez une amende de 750 € maximum si vous pénétrez dans sa propriété alors qu'il l'a signalé. Auparavant, ça existait déjà. Ramasser des champignons, par exemple, c'est du vol de par la loi. Ramasser une fleur, si vous n'êtes pas chez vous, c'est du vol de par la loi. Ça existait déjà, sauf que cette loi, elle a dit quoi? Si je mets un panneau, le simple fait de pénétrer la propriété où il y a un panneau qui m'avertit que je suis dans cette propriété, je peux être verbalisé pour cela. Voilà. Cette affaire en Chartreuse ressurgit la chasse. Bon, voilà, nous, on est pris entre deux feux, entre le cas de le dire, ouais. un problème d'ordre juridique et constitutionnel et la chasse. La chasse est une activité économique, ça peut être étonnant, c'est vrai dans tous les pays du monde, c'est vrai l'État loue son bien pour l'achat, des propriétaires privés. Nous en Isère, c'est très rare, on va dire que c'est assez rare dans le sens où on a un département, association communale de chasse agréée obligatoire. Donc dans chaque commune, il y a une fameuse ACCA. Et cette ACCA... C'est les panneaux qu'on voit quand on se promène. Voilà, le terme d'ACCA, ça veut dire ça, ce sont des associations agréées qui exercent des missions de service public. Donc la chasse n'a pas de valeur économique en tant que telle, de manière très globale en département de l'Isère. On est plus sur une chasse plutôt traditionnelle et paysanne. Très bien, merci Patrice Sibu. Cette affaire n'est pas terminée. Je pense qu'on aura encore d'autres invités qui vont réagir là-dessus. Merci. Voilà. À venir, dans Si on parlait avec Lucille Dailly, 2 animateurs radio bénévoles passionnés de foot qui ouvrent une fenêtre décalée sur le GF38. Valentina Bresse, chef pâtissière et cake designer qui vient de croquer le premier escape game à croquer. Donc, ça s'appelle l'héritage de Teresa. Et puis, les bars à thème nous ouvrent les portes d'un espace dédié aux amateurs de chocolat fondu, testé par notre journaliste Lina Badreddine. Et puis, juste avant de se quitter, un petit rendez-vous pour votre lundi soir qui nous tient à cœur. Évidemment, si vous êtes du côté de Notre-Dame de Lauziers, ne manquez pas à la diffusion du documentaire Morcellement en présence de la réalisatrice Isalia Petmezakis, une ancienne de Télé Grenoble à qui l'on fait des grosses bises. Un parcours artistique autour du cancer du sein, des témoignages de personnes touchées par ce cancer, des proches, des soignants et la voix de Sébastien Joagnez, auteur de théâtre et de poésie. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Bonne soirée, excellent week-end à tous.